C'est bon. C'est bon. Ok, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas me tarder car l'heure commence à expirer. Tout de suite, nous attendons Francky Franck, sous la direction du docteur Pousselimène, et puis avec docteur Providence comme rapporteur. Monsieur Francky Franck, vous avez 10 minutes maintenant, à vous la parole. D'accord, merci à vous tous. Et je dis bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et le public du CIDEF en ligne et en présentiel. Donc, spécialement, remerciement membre du jury, distingué de Madame Rose Emanit Jérôme, présidente, Dr Fred Célimène, encadreur, et Dr Providence, rapporteur. Donc, mon sujet est intitulé, c'est l'économie rurale et les codes ruraux dans le département du Sud-Est, les années 1970 à 1980, vers les années 2015 à 2025. Donc, le plan, on va voir l'intérêt du sujet, la problématique, hypothèse, méthodologie, objectif, présentation des résultats, puis conclusion. L'intérêt du sujet, cette recherche vise généralement une mission d'ordre académique, scientifique et local. De ce fait, on fait référence à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, FAMV, qui a pour mission de contribuer à promouvoir à la formation en Haïti d'un potentiel humain, intellectuel, scientifique et technique suffisante en vue de faire un réel développement agricole durable en Haïti. L'intérêt du sujet comme suite, en se référant sur les principales activités économiques en milieu rural, qui n'est autre que l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, l'exploitation des mines et de plus en plus le tourisme rural et la petite industrie manufacturière. De ce fait, on constate que l'espace rural offre un atout assez intéressant, super intéressant, en comparaison avec les espaces à forte densité de population. Il n'est autre que l'espace rural se distingue par une série de qualités qui sont en mesure d'influencer positivement les chances de développement. Ce sont contribuer au développement général, rapports sociaux et dimension à dimension humaine, position de prédominance des PME, coût de la vie moins élevé, coût des salariés plus bas, priorité à la création d'emplois et de revenus, priorité à la protection de la nature et des espèces. En fait, suivant notre recherche, ces valeurs pourraient compter dans l'avenir avec des évolutions fondamentales suivantes. Il peut y avoir de nouvelles augmentations de la productivité dans les secteurs agricoles. Il y a aussi accroissement et l'excédent des terres cultivables. Nouvelle augmentation du nombre d'emplois et enfin, bonnes conditions de travail avec la protection de l'environnement. Comme problématique, la problématique vise en tant que telle tout ce qui a rapport à l'économie en général et plus particulièrement à l'économie rurale, ce qu'elle est et ce qu'elle devrait. En se posant la question de recherche, comment l'économie rurale peut-elle être organisée et modernisée afin d'améliorer durablement les conditions de vie de la population rurale
tout en assurant la sécurité alimentaire et la protection des ressources naturelles. Comme hypothèse, les établissements ruraux se développent principalement autour des activités agricoles, la disponibilité des terres fertiles et des ressources en eau influencent leur localisation et leur croissance. En effet, ces établissements sont souvent monofonctionnels et se concentrent essentiellement sur les activités primaires telles que l'agriculture, l'exploitation minière, la sylviculture et l'élevage. Pour mener cette réflexion, nous avons opté une approche qualitative. L'étude propose sur des enquêtes de terrain réalisées dans le département du Sud-Est. Il peut y avoir l'entretien qui est une technique régulièrement utilisée et très efficace pour collecter les données informatives. Il va y avoir aussi des observations, une seconde technique également utilisée pour parvenir à collecter des informations. Il y a aussi des focus group, une méthode d'entretien de recherche qui permet d'interroger une dizaine de personnes réunies. L'enquête de terrain, une méthode de recherche fréquemment utilisée avec laquelle vous entrez vous-même dans le champ pour collecter des données. Pour objectif, cette recherche a pour objectif de stimuler la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire et de faire progresser la justice sociale. Notre mémoire est structurée en 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'économie rurale dans le département du Sud-Est dans les années 1970 à 1980. Le deuxième chapitre est consacré à l'économie rurale dans le département du Sud-Est dans les années 2015 à 2025. Enfin, le troisième chapitre traite les problèmes structurels de l'économie rurale dans le Sud-Est. Pour les résultats, différentes causes de l'économie rurale dans le Sud-Est, il peut y avoir des causes structurelles, des causes institutionnelles et étatiques. Cause profonde des problèmes de l'économie rurale actuelle. L'économie rurale haïtienne, notamment dans le département du Sud-Est, repose principalement sur une agriculture familiale de subsistance, fortement dépendante des conditions naturelles et des structures socio-économiques. Entre 2015 et 2025, cette économie a connu une aggravation de ses difficultés marquée par une baisse de la production agricole, une insécurité alimentaire croissante, une pauvreté persistante. Ces causes sont structurelles, foncières, économiques, institutionnelles, politiques, environnementales, climatiques, sociales et sécuritaires. L'une des causes fondamentales de la crise rurale réside dans la structure agraire. Ces principales causes peuvent être aussi comme conséquence la dégradation de l'environnement, la migration interne et externe, absence des voies de communication, absence de matériel, problème de marché. L'objectif visé, la refondation de l'économie rurale dans le département du Sud-Est d'Haïti, exige une approche intégrée, articulant la justice sociale, socio-économique, l'investissement matériel, la structuration des marchés et la gouvernance légale et environnementale. Alors, pour ces objectifs, avant conclusion, s'il vous plaît.
Il faut avoir tous ces objectifs afin de respecter, de respecter les normes. Il faut avoir l'application des lois cadres, accompagnement des planteurs et éleveurs, une nouvelle forme d'approche économie rurale et durable. Il faut y avoir des synergies avec la législation environnementale, harmoniser le droit de propriété et de survie. Pour conclure, l'économie rurale du département du Sud-Est a connu deux réalités profondément différentes entre la période 1970-1980 et celle de 2015 à 2025. Durant les années 1970 à 1980, malgré les limites techniques et faibles niveaux de modernisation agricole, cette économie représentait un véritable pilier de survie et de stabilité pour les populations rurales. De ce fait, les codes ruraux, bien qu'imparfaits, jouaient encore un rôle important dans l'organisation des activités agricoles, de l'élevage, de la gestion foncière et de la protection des espaces ruraux. En revanche, la période 2015-2025 relève une profonde crise économique rurale dans le Sud-Est. Cette situation traduit l'échec progressif des politiques agricoles, l'encadrement rural et la non-application des codes ruraux. Mon mémoire ne vise pas à résoudre toutes les problématiques liées à l'économie rurale du Sud-Est, mais il propose une base de réflexion utile dans l'esprit d'avoir de nouvelles perspectives d'en sortir et de poser de nouvelles actions concrètes. Pour finir, je tiens à remercier vivement mon encadreur, Dr. Fred Selimène, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans l'élaboration de ce travail. Merci de votre attention. Je reste à votre disposition pour vos suggestions, commentaires et questions. Alors, merci, Monsieur Francky Franck. Et je tiens normalement à saluer la pertinence de votre sujet. Juste avant, je cède de la parole au rapporteur, Dr. Christophe Providence. Et Monsieur Francky Franck. Et j'ai vu normalement dans votre sujet, vous avez parlé de économie rurale faire. Étant donné que faire F majuscule, E majuscule, R majuscule, je sais que ce faire-là est une taxe. Et taxe, c'est le fonds d'entretien routier. Alors, payé par des contribuables, soit quand on fait des passeports ou bien quand on fait des permis de conduire. Et j'ai vu ici, vous parlez de faire, mais dans une autre atmosphère. J'aimerais donc vous nous clarifier et ce faire-là, quelle est son importance et pourquoi normalement vous parlez de ce faire et le faire, c'est une taxe, comme je viens de vous dire, une taxe de fonds d'entretien routier payé par des contribuables quand on paie des timbres passeports et quand on paie des permis de conduire. Et juste avant, on écoute le rapporteur, Monsieur Dr. Providence, et j'aimerais avoir une petite réponse là-dessus et après, juste avant qu'on prenne le rapporteur. D'accord, merci Madame la Présidente.
Ousmanit Jérôme. Donc, dans les sujets, je parle de SFRE, SFRE, c'est une association de loi en France en 1901. Ok, d'accord, pas de problème. En 1901, qui organise également une colloque une fois par an. Et c'est cette association-là qui parle de l'économie rurale dans ces collègues-là en France. Dans cette collègue-là en France. Madame Ousmani. Rose, ton micro est fermé, Rose. Rose, ton micro est fermé. Oui, oui. Hello, Madame Ousmani. Oui, je suis là. Malheureusement, je ne touche pas le micro, donc c'est fermé. Donc, Ah, ok, malheureusement. ok. Je donne la parole. Je peux parler de... Pardon? Je peux continuer? Non, donc c'est fini. Vous avez répondu, donc c'est fini. Merci. Ah, ok, d'accord. Et je donne la parole au rapporteur, docteur Providence Christophe. Merci, Madame la Présidente. Je salue le courage de mon collègue, le docteur Fred Célimène, et courage à nous tous encadreurs, parce que les étudiants, des fois, ils ne veulent même pas appliquer les consignes. Je félicite l'impétrant pour son travail, son effort. La soutenance, c'est vrai que quand on présente les diapos, il faut faire attention à ne pas trop charger et ne pas donner l'impression qu'on est en train de lire le diapo. Mais sinon, on a compris, même dans son texte, j'ai cru comprendre qu'il a des difficultés sur le plan numérique. Donc voilà, donc félicitations pour le travail, pour le courage. Et je vais tout de suite poser une question avant de commencer. Tu es dans quel domaine, s'il te plaît? Ce mémoire-là, tu l'as fait dans quel domaine? Je suis dans le droit. Alors, je travaille, j'ai fait mon mémoire dans le domaine de l'agriculture mariée avec de l'économie rurale. Je suis fils de paysan et paysanne. C'est bon. On ne va pas, voilà. Et on ne va pas non plus lire ton... Voilà. OK. Est-ce que tu as fait des formations, d'autres formations, à part le droit? Tu as fait d'autres choses? Je suis technicien en agriculture. Technicien en agriculture. Que tu as pu... C'est une formation que tu as fait, je ne comprends pas. Je vous entends pas trop bien. Tu es technicien en agriculture. Est-ce que c'est une formation que tu as fait et où ça? Oui, c'est une formation pendant 3 ans. Où? Tu as fait où? Dans quel établissement? Alors, je ne travaille pas maintenant. Je suis directeur départemental du PNCS. Et je parle trop de temps de... Tu as étudié les techniques agricoles. C'est dans quel établissement? Ah, ok, dans quel CEFTAGE, centre d'apprentissage. CEFTAGE, c'est centre d'études, de formation et de professionnels à Jacmel. Alors, le grand souci qu'on a dans ton texte, c'est qu'on ne voit pas vraiment les références juridiques. On ne sent pas que c'est quelqu'un qui a fait du droit, qui est en train de nous parler. Tu t'es focalisé
sur l'économie, sur même un peu de sociologie, d'accord? Et le droit est très, très négligé. Je ne dis pas que c'est complètement absent, mais c'est vraiment, c'est à la marge. Bon, je vais commencer par des remarques sur le fond de ton travail, et puis par la suite, on terminera par la forme. Mais dans les deux cas, on verra que tu n'as pas forcément respecté les consignes. Moi, à ta place, j'aurais reformulé le sujet. Parce que là, tu fais tel que présenté, tu dis que tu fais une comparaison entre 1970, 80 et 2015-2025. Or, dans ton travail, tu as parlé que tu utilises une méthodologie qualitative. Tu as même été sur le terrain. Donc, ça voudrait dire que tu ne peux pas comparer ces deux. Tu peux comparer dans la littérature les deux périodes, mais tu ne peux pas titrer ton travail ainsi. Parce que quelqu'un qui t'aurait répondu, je ne sais pas moi, parmi les personnes interrogées, eh ben, on est quand même 1970-1980. Même si la personne est encore vivante, est-ce qu'il y a vraiment lieu de croire en tout ce qui va être raconté? Donc, je pense qu'il faut revoir ton sujet, la formulation, d'accord? Moi, je ne mettrai même pas de période parce qu'en réalité, tu n'as pas posé des questions sur telle période plutôt que telle autre période. Donc, attention, je t'invite à faire attention parce que là, ça part. Et dans ton sujet, c'est vrai que tu parles de l'économie, mais il faut traiter langue juridique, présenter ça, suivant, préciser langue juridique. Dans ton et déjà dans ton sujet, parce que là, même le sujet, ça n'indique pas forcément langue juridique. Donc, il faut faire attention. Bon. Autre chose, au niveau de ta problématique, donc la question de recherche que tu as posée, ça aussi, ça pose un sérieux problème. Puisque même ton sujet, parce que le sujet doit respecter les 4 critères, clarté, précision et faisabilité. Et si le sujet ne les respecte pas, eh bien, généralement, la question de recherche ne pourra pas être vraiment précise. Et donc, il faut revoir aussi cette formulation-là parce que ce n'est pas du tout précise. Donc, l'hypothèse également, il faut revoir l'hypothèse, il faut revoir, il y a un sérieux travail à faire au niveau de ton introduction pour préciser les choses. Et les objectifs spécifiques également, il faut les hiérarchiser clairement et des objectifs mesurables. Bon, maintenant pour ton cadre théorique, quand on regarde bien ton cadre théorique, tu évoques les codes ruraux, du Boyer, de Duvalier, le foncier en Haïti, la décentralisation, voilà, mais le problème, c'est que tu ne fais pas d'analyse comparée entre ces deux codes. Je parle dans ton... là où tu analyses, tu présentes les deux codes, code de Boyer, code de Duvalier. Et ainsi, tu n'as pas démontré, tu n'as pas dit clairement actuellement qu'est-ce qui existe. Est-ce que c'est toujours le code de Duvalier? Et si c'est oui, il faut expliquer la logique normative. Qu'est-ce que, selon ce code, on prévoit pour véritablement permettre à ce que, au niveau rural, au niveau de la production rurale, eh bien, que les choses se passent normal. Donc, à ce moment-là, toujours dans ton cadre théorique, en cadre juridique, parce que c'est ça qui, l'analyse juridique
est pratiquement quasi absente. Donc, il faut non seulement analyser ces codes, t'appuyer sur parce que j'aurais pu te poser la question, actuellement, quel code? On est sous quel régime? Hein? Est-ce que tu vas pouvoir répondre tout à l'heure? Hein? Si aujourd'hui on te parle de code rural, que dit la loi actuellement? Hein? Ou est-ce que c'est toujours le code rural de François Duvalier? Hein? Bon, parce que si on est en 2026, ok, donc il faut préciser qu'est-ce qui se passe actuellement. Bon, donc à ce moment-là, même quand tu remontes le temps, tu présentes ces deux références juridiques, on est d'accord, mais il faut expliquer leur logique normative. Il faut expliquer leurs effets. Qu'est-ce que ça avait produit? Puisqu'on est très loin dans l'histoire par la suite. Donc, on peut dire, voilà ce que ça avait engendré, leurs limites. Hein? Et bien entendu, aujourd'hui, quelle est la pertinence actuelle pour oser citer et faire une comparaison? Comme ça, actuellement, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu veux justifier, tu veux démontrer? Sur le plan méthodologique, tu annonces une méthodologie qualitative descriptive. Bon. Mais tu n'as pas précisé les procédures concrètes de collecte de données. Comment tu as fait pour collecter des données? Comment tu as fait pour analyser tes données? D'accord? Ce n'est pas assez expliqué. Donc, il faut renforcer cet aspect-là. Et par la même occasion, toujours sur le plan méthodologique, il faut préciser les sources utilisées. Style à part, il faut préciser les sources. Il faut préciser les critères de sélection des documents, puisque tu parles de code rural de Boyer, code rural de Fra. Mais pourquoi? Il faut justifier. Pourquoi remonter aussi loin dans l'histoire? Aujourd'hui, ça sert à quoi? Hein? De faire ce saut-là dans le passé. Tu veux démontrer quoi au juste? D'accord? Donc, il faut justifier ça pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui, en 2026, à quoi sert ton travail. Qu'est-ce que tu veux apporter, que tu veux dire proprement. Il faut préciser aussi sur quels critères tu as sélectionné les personnes interrogées, les personnes que si tu as fait, et d'où une autre question, est-ce que tu as été réellement sur le terrain collecter des données? Donc, tu vas répondre à cette question et par la même occasion, tu nous expliques quels critères, comment tu as choisi ces gens-là. D'accord? Et moi ces deux périodes me gênent beaucoup. Hein. Ça me gêne parce que ce n'est pas justifié. Aujourd'hui, ça sert à quoi de comparer ces deux périodes-là? Et même les deux références que tu as prises là, les codes ruraux, pourquoi? Il faut justifier ces éléments-là sur le plan juridique, hein, très clairement. Bon, alors, si tu as voulu faire une analyse historique et comparative, mais tu aurais dû faire un vrai tableau comparatif entre les deux périodes, à savoir cadre légal dans le tableau, hein, production agricole, le foncier, institution, environnement, le marché ou les marchés, hein, les infrastructures et le rôle de l'État. Au moins, on aurait pu avoir un vrai tableau comparatif des deux périodes, sur les deux périodes. Ça aurait été, même si toujours est-il, je me demande, je pose la question sur la pertinence de ce choix, hein, de ces deux périodes. Sur le plan de la forme maintenant, hein, tu as tendance, et c'est ça aussi les étudiants, ils ont tendance à dire des choses, à affirmer des choses. Hein, au lieu de faire une analyse juridique de ton sujet, tu proposes un discours général.
Hein, tu proposes un discours général. Hein? Donc, moi, je t'invite à te recentrer sur une analyse juridique. Il faut citer les textes de référence. Il faut interpréter les normes en matière de production rurale et c'est-à-dire les codes, et surtout analyser, montrer les écarts qu'il y a entre le droit écrit, le droit, hein, et les pratiques sociales. Parce qu'on peut dire, oui, il y a tel code, voilà, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Là, ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir faire ressortir ces éléments-là, hein, dans ton analyse. Pour la bibliographie, il faut véritablement, je t'invite à revoir, hein, vérifier toutes tes références, puisqu'il y a plein de légèreté. Uniformiser la bibliographie, puisqu'il y a le style à passer jusqu'au bout. Toi, tu n'as même pas pu classer tes références par ordre alphabétique. Hein, à ce stade, c'est inacceptable. D'accord? Tu n'as même pas pu faire une table des matières correctement. C'est pour ça que je parlais de tes difficultés avec le numérique. C'est ce que, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en lisant en profondeur ton travail. Tu mets des références, par exemple, tu dis Haïti comme auteur. Hein? Moi, je me demande comment l'auteur peut être Haïti. 1962. Donc, il faut apprendre à citer les références proprement pour ne pas vraiment être embêté. Il faut vraiment revoir toujours sur le plan, sur la forme, d'accord? Il faut revoir tes citations directes. Hein? On sait comment on fait les citations directes, comment on doit faire les citations indirectes. Hein? Je rappelle, citation courte, directe, entre guillemets, et dans la citation, quand on va faire la référence, on met nom de l'auteur, année et numéro de page. D'accord? Donc voilà, donc il faut voir. Si c'est une citation longue, plus de 6 lignes, il faut mettre le texte en retrait. Hein? Donc, je l'ai dit, les enregistrements du cours de méthodologie sont encore disponibles. Sur la qualité, en réalité, de rédaction, on voit bien qu'il faut relire le travail, puisqu'il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes d'accent, d'accord, de ponctuation. Tu as voulu mettre comme tu veux des majuscules un peu comme quand tu veux. C'est pas accepté, d'accord. Et puis, tu as des formulations très lourdes, hein, à mon sens. Hein, c'est difficile de lire, en tout cas pour le lecteur, de bien apprécier ton texte. Bon, alors, je t'invite à revoir entièrement ta page de couverture parce que tu fais n'importe quoi. Hein, c'est pas normal. Je t'invite à revoir la page de couverture. Tu as mis, comme tu veux, aligné à gauche les textes, etc. C'est pas comme ça. Donc, je t'invite à te replonger dans le Canva, hein, pour corriger tout ce qu'il y a à corriger. La pagination n'est pas ce qu'on attend dans un mémoire de licence. Hein, même la mise en page, hein, les marges, tu ne les respectes pas. Vraiment, je t'invite à ne pas faire semblant, à aller vraiment directement dans le Canva et à te mettre à appliquer les consignes. Voilà, Madame la Présidente, j'ai déjà posé mes questions, j'attends les réactions de l'étudiant. Merci. Merci, Docteur Providence, pour votre recommandation. Juste avant qu'on donne la parole à Monsieur Franqui, et je demande à Monsieur le professeur Franck Célimène
de prendre la parole comme étant le directeur de mémoire de Francky, juste avant que Francky répond à Monsieur Christophe. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le rapporteur. Alors, le chemin était long avec Francky. Le chemin était long et laborieux. Il a quelques problèmes. Je pense qu'il ne pratique pas la langue. Il ne pratique pas le français souvent, je pense. Je pense que je lui ai même dit à plusieurs reprises, je ne peux pas lire ligne à ligne. J'ai commencé à lire des pages, je lui ai dit non, il y en a trop de fautes. Et fais-toi, il pourra le confirmer, fais-toi lire le texte par quelqu'un. Et 50 pages en 2 heures de temps, quelqu'un qui sait lire le français et pourra passer du temps, souligner les fautes tranquillement. En 2 heures, tout ça c'est fini. Donc c'est vrai que Francky a fait du chemin entre son premier document et celui-là. La route a été longue, mais ouf, on est arrivé, on a déposé quelque chose. Hein? Même si de la page de garde jusqu'à la table des matières, il faut revoir le document. J'ai dit à Francky de prendre le document de présentation des mémoires et d'appliquer à la lettre ce qui est dans le document. Même la page de garde a été donnée aux étudiants. On ne leur demande même pas de fabriquer la page de garde. On a fabriqué la page de garde pour eux. Il suffit de prendre et de faire et d'imiter ou de prendre et de mettre. Il n'y a rien à faire. Donc, il ne faut pas inventer de page. Il faut prendre la page qui a été distribuée par le docteur Providence dans son cours et tout ça se trouve dans Classroom. Tu prends et puis tu corriges tout ça. Tu prends 1 jour, 2 jours, et puis tu prends un copain qui maîtrise bien la langue française et tu lui demandes de relire et de corriger les fautes de français. Parce que c'est une question de pratique. Je dis toujours aux étudiants, l'anglais, l'espagnol, le français, ce sont des langues vivantes. Quand on veut qu'un enfant parle une langue, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en voyage linguistique. C'est pour qu'il parle la langue. Et plus il la parle, plus il saura la parler. Plus il la parle, plus il la parlera bien. Mais s'il ne la parle jamais, il ne va jamais parler la langue. Il ne va jamais écrire la langue. Donc la pratique, quand on sait qu'on n'a pas la pratique, eh bien, on recherche un ami qui sait parler, qui sait écrire le français. On lui dit, tiens, tu as 2 heures à m'accorder, j'ai fait ce travail-là, corrige-moi mes fautes de français. Voilà. Et puis c'est bon. Parce que il y a eu des progrès dans les fautes, mais il y en a encore quelques-unes. D'accord? Mais on voit bien que Francky a fait preuve d'une certaine volonté de vouloir faire son travail. Il a toujours réagi à toutes mes remarques, mes recommandations, humblement, certes, il a toujours fait ça humblement, mais étant donné que le chemin a été long, au bout du chemin, ben, il y a quelques lassitudes, voire quelques fatigues. Hein? Mais entre le début et la fin, je mesure le chemin parcouru. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur l'encadreur. Et maintenant, Francky, à vous de répondre les questions du docteur Providence. Merci, Madame Rose Jérôme. Merci, docteur. Rose Emanite. Ça va.
Et merci, Dr. Providence. Et merci, Dr. Fred, mon encadreur. Donc, je constate que Dr. Providence a fait beaucoup plus de suggestions. Et il m'a demandé de revoir beaucoup de choses. Et il m'a demandé aussi de préciser quelques idées concrètes et comment je fais pour collecter les données. Donc, c'est correct. Et alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est essayer de faire une petite parallèle entre les deux périodes. Alors, qui m'intéresse beaucoup par rapport à la réalité rurale. Donc, je peux dire, entre la période de 1970 à 1980, d'où on peut parler du code rural de Dr. François Duvalier. Là, bien qu'il y avait une faiblesse du côté de l'État, il n'y avait pas de moyens, mais à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les chefs de section ou bien de la police rurale qui contrôlent plus ou moins mieux les activités dans les sections communales. Et ils surveillent à la coupe des arbres, à la coupe massive des arbres. Ils surveillent aussi aux élevages libres. Donc, ils contrôlent les bétails, ils contrôlent les paysans qui vont fabriquer des charbons de bois et qui peuvent entraîner des inondations, des boulonnailles, et qui peut aussi affecter l'économie rurale. Bien que ces faiblesses, à cette époque-là, via les chefs de section ou la police rurale, eh bien, les paysans ont plus ou moins allé mieux comparativement à l'économie rurale. Ils peuvent récolter. Monsieur le rapporteur a demandé une Voilà. suggestion. Il faut pas nous faire ça, frère. La question est simple. Tu as choisi cette période, c'est pas pour être nostalgique, pour faire l'apologie de la période. On est en 2026. Ton travail apporte quoi finalement? C'est-à-dire, il faut nous dire que sur le plan juridique, ce qui existe actuellement, que tu pourras comparer avec ce qui existait. Maintenant, les données comment tu as fait pour avoir ça? On dirait que c'est quelqu'un qui aurait vécu ou qui avait entendu parler quand il était jeune. Mais où sont les données? C'est de ça qu'on parle. OK? Il ne faut pas nous refaire une apologie de l'époque des Duvalier ou voilà, non. Il faut situer ton travail, nous montrer ce que ton travail apporte. C'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça nous permet de dire aujourd'hui en Haïti? Donc, on peut voir ça dans les objectifs visés et comment ça devrait être et dans le temps ça ne devrait pas être. Donc, il faut appliquer les lois cadres, il faut appliquer les lois de l'environnement sur l'environnement, et il faut appliquer ces lois qui combattent ce qu'on appelle le phénomène climatique. C'est ce que je veux dire. Pour avoir au moins une économie plus ou moins répondre à la réalité rurale. C'est pas ce qui te passe par la tête, tu es dans la démonstration. Aujourd'hui, quels sont les textes applicables en milieu rural? Il faut le préciser. Est-ce que c'est toujours le code de Duvalier ou est-ce que c'est autre chose? D'accord? Jusqu'à cette présente minute, et c'est le code de Duvalier qui est en application. Mais, je ne crois pas. Mais
Non, 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 non. Mais on ne les applique pas. Et c'est après l'échec de Duvalier, on est maintenant entre 2015 et 2025. Il y a un déséquilibre et il n'y a pas de chef de section, il n'y a pas de la police rurale, il y a les CASEC qui ne fonctionnent pas ou bien qui ne respectent pas ou bien qui ne font pas respecter ces règles. Et à partir de cela, l'économie tombe en déserté. Ça m'étonnerait, ça m'aurait étonné de parler aujourd'hui encore de l'application de ce code rural. Je ne pense pas que c'est... Voilà. Mais je m'arrête là, Madame la Présidente, c'est bon pour moi. Mais il faudra vraiment vérifier sur le plan juridique, parce que tu parles des lois sur l'environnement, et il y a des décrets sur l'agriculture, etc. Ça ne peut pas être le code rural de Duvalier, à mon sens. Merci. Et merci, monsieur le rapporteur. Et merci, monsieur Francky. Monsieur Francky, je sais bien que quand on parle de collectivité territoriale en Haïti, donc c'est avec la Constitution de 1987 et du 29 mars 1987. Donc, vous parlez avec votre période de 1970 à 1980. Est-ce qu'il y a vraiment de la collectivité territoriale en Haïti? Bon, je ne vous ai pas posé la question pour me répondre, mais c'est pour attirer votre attention. Hein? Donc, quand vous parlez de la collectivité territoriale en Haïti, donc ça commence avec la Constitution de 1987. Merci. Donc, Monsieur Francky, comme Monsieur et le rapporteur vient de dire, donc il faut réviser le canevas de l'IUS. Il faut réviser le canevas est là, on vous a envoyé le canevas, donc il faut normalement écrire, il faut faire, il faut adopter le canevas pour réaliser ce travail. Donc sans le canevas, vous ne pouvez pas normalement réaliser le travail de mémoire à l'IUS sans le canevas. Donc, toute université a un canevas bien précis, donc il faut utiliser le canevas. Donc, comme vous avez entendu bien la suggestion de M. Zidore quand il était président du mémoire d'Ismaël. Donc, il avait dit clairement, il faut utiliser le mode APA. Le mode APA, c'est ce que l'IUS propose et exige également. Donc, quand vous insérez des citations, donc il faut aller dans référence. Donc, avec le mode APA, vous allez voir tout ça. Et je ne vais pas vous tenir à cœur ici, mais cependant, juste avant qu'on donne place à monsieur Fred Célimène, donc je vous demande de bien voir, de bien regarder et de corriger également, de rectifier les différentes notions à proposer par monsieur Christophe Providence, et donc pour élaborer un travail bien fait exigé par l'IUS. Merci. Donc, si monsieur Fred, si vous avez quelque chose à dire, donc je vous cède de la parole. Non, moi, ça va. Juste pour dire à Franck, on va continuer on a encore du pain sur la planche, on va continuer. On a fait du chemin, mais on a fait un morceau du chemin. Mais comme tu avais fait tellement d'efforts et de progrès, il n'était pas question que tu laisses passer la période de soutenance, quoi. C'est un peu pour ça, mais je savais qu'on serait arrivé à cette étape. Donc voilà, tout ce que je veux dire à Franck,
Donc, on se met au travail immédiatement en relisant le document de présentation, en changeant la page de couverture déjà que tu as dans Classroom, et de travailler sur tout ça déjà. Et puis, tu m'envoies une nouvelle et en prenant les remarques de fond aussi qui ont été évoquées. Hein, et puis, on continue. Voilà. Et on avance. Merci, Francky. Merci, monsieur le rapporteur. Excusez-moi, c'est l'encadreur, bien sûr. Donc, juste avant qu'on mette fin à la séance, je demande à Francky si vous avez quelque chose à dire. Merci, Madame la Présidente. Je félicite le staff du Ghana, le corps professoral, Docteur Prévidence, comme rapporteur et encore mon professeur de méthodologie. Je félicite aussi et vous, Madame Rose Evanit, et je félicite encore plus Docteur Fred Selimen. C'est un gros travailleur. Il sait ce qu'il fait. Donc, il m'a encouragé à maintes reprises. Et c'est comme si c'est son fils. Il m'a appelé à maintes reprises pour dire, voilà, Franck, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu peux corriger ci, tu peux corriger ça. Donc, je dis bravo. Félicitations à vous tous. Merci. Et, Dr. Fred, comme vous venez de le dire, nous allons continuer. Merci. Parfait. Bon, je remercie tout le monde, mais plus précisément les membres du jury, le docteur Fred Selimen, encadreur, et monsieur le rapporteur. Je vous remercie franchement. Et donc, je vous demande de fermer l'enregistrement juste pour continuer après. Donc, merci beaucoup.